journal des auditeurs avec Christiane Révéno sur Africa numéro 1. Africa. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, au regard des coups d'État récents au Mali et en Centrafrique, le journal des auditeurs s'intéresse aux appels de la société civile ou de partis politiques de certains pays du continent et de leur diaspora à la tenue de conférences nationales souveraines pour jeter les bases d'une démocratie concertée comme celle organisée après la chute du mur de Berlin. Qu'attendre aujourd'hui plus qu'hier de ces conférences nationales? On vous pose la question. Que faut-il retenir des erreurs du passé? Le multipartisme n'a-t-il pas déjà ouvert la voie à la démocratie? Et enfin, comment instaurer une véritable démocratie durable pour une Afrique stable? Pour en parler avec nous dans un instant en ligne de Libreville, Marcona Essangui, coordonnateur de la coalition Ça suffit comme ça, qui milite pour la tenue d'une conférence nationale souveraine au Gabon. Et à mes côtés, ici en studio à Paris, Raphaël Goma, président du comité d'action de la diaspora pour des états généraux de la nation au Congo-Brazzaville. Mais avant d'entrer avec eux dans le vif du sujet, écoutons d'abord quelques-uns des messages que vous avez laissés sur le répondeur du journal des auditeurs. Le JDA, c'est sur Africa numéro 1. C'est Noëlla, j'habite à côté de Provins. C'est pour un petit coup de gueule par rapport à ce qui se passe en Centrafrique. C'est vraiment horrible tout ce qui se passe. Les gens sont obligés de fuir leur maison. Je viens d'avoir ma famille. Tout le monde a fui la maison parce que les Tchadiens et les Soudanais qui ont ramené Monsieur Jotodia, leur supérieur leur dit qu'ils n'ont pas d'argent pour les payer, donc ils doivent se payer eux-mêmes. Donc ils vont piller de maison en maison et violer des femmes. Il faut que tout le monde soit au courant de ça et que Monsieur Ali Bongo, Monsieur Sassou et Monsieur Déby prennent conscience de tout le mal, surtout Monsieur Déby, de tout le mal qu'il est en train de faire au peuple centrafricain, en mettant Bozizé et maintenant en mettant Jotodia. Il faut qu'ils prennent conscience. Eux, ils sont tranquilles, ils mangent, ils voyagent, et c'est les pauvres qui souffrent. Vraiment, c'est très triste. Bonjour auditeurs. En Afrique, nous n'avons pas la notion de la nation. Nous voyons la nation à travers nos ethnies. Si Samba est président de la République, les 60% des membres du gouvernement seront de son ethnie, depuis le Premier ministre jusqu'au chargé de mission. Et les 20% d'hommes d'affaires seront aussi de son ethnie. Le népotisme, d'accord, mais il faut réserver les postes techniques à ceux qui sont formés pour. La reconnaissance vis-à-vis des amis, des cousins, ne doit pas empêcher un chef d'État de faire la part des choses ou de faire la balance afin que le peuple ne se soulève pas. Malheureusement, c'est cette récurrence de ces mauvais exemples que nous vivons. Le bonnet blanc ou le blanc bonnet ne changera rien. Gay, bye bye. Je tire la sonnette d'alarme. Bientôt auront lieu les élections au Mali. Et si je ne me trompe pas, ce serait au mois de juillet plus précisément. Les mêmes gens qui ont pillé notre pays, notre grand Mali, qui se sont enrichis illicement sur le dos des Maliens sont aux aguets. Ils veulent revenir aux affaires. Je dis attention. Je lance un appel solennel à mes compatriotes, aux démocrates aguerris de faire attention, d'ouvrir grandement les yeux, de faire le tri parmi les différents candidats à l'élection présidentielle. Non pas par mercantilisme, mais plutôt choisir leur candidat selon son projet de société pour sortir le grand Mali de l'ornière. Nous sortons d'une guerre contre les narco-djihadistes qui ne dit pas son nom. Donc il s'agit de la reconstruction de notre pays, appuyé par la communauté internationale pour atténuer les souffrances des sans-voix, des pauvres en un mot. Ensemble, œuvrons pour le bonheur du peuple malien, pour la pérennité de la démocratie. Nous vaincrons, Inch'Allah. Merci, bonne journée. Au revoir. J'aimerais juste intervenir sur la garde à vue de M. Karim Wade. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est derrière ça, en fait, on donne la parole à qui? On va dire aux partisans de ce même monsieur. Et donc, qui parle de dictature rampante. Et concrètement, moi, je trouve ça, on va dire, dommage. Parce qu'en fait, derrière, on aurait pu aussi donner la parole au procureur de la Cour de répression de l'enrichissement illicite pour en fait au moins avoir notre opinion. Parce que là, on laisse croire que voilà, on l'a mise en garde à vue de manière, on va dire, abusive, alors que tout le monde sait que c'est faux. Concrètement, comme on dit, quand il y a des gens qui tombent, certaines personnes doivent tomber. Et Karim Wade, c'était son cas. Il devait tomber parce que voilà, vu ce qu'il a fait, vu ce qu'ils ont fait, c'est normal que d'autres têtes aussi vont tomber. Merci, bonne journée. Les viols qui se passent au Congo, juste la dame, celle qui travaille, qui aide les femmes victimes de ce fléau, qu'est-ce que je vais dire, que on l'encourage franchement. Grand merci
pour ce qu'elle voit avec ses yeux parce que ce n'est pas évident et lui dit qu'elle a été victime, mais pour surpasser ça, elle a pris les choses en main et je crois que elle est une bonne exemple pour nous Africains et dit aussi aux Congolais, bien sûr c'est un problème qui touche tout le continent, hein, ça touche tout le monde. Elle dit que c'est important, surtout pour les Congolais parce que c'est vraiment ça, c'est devant leurs yeux, de leur dire nous sommes à Paris, on voit des choses qui se passent et des gens qui mettent des bouteilles de champagne dans les boîtes de nuit, qui vont dans des restos, qui font pas mal de choses, de se réveiller quoi. Le temps de s'apélogie tricolore, maintenant c'est le temps de réagir. Le Congo a un grave problème, les filles qui portent des sacs de 2500 et tout. C'est le moment d'aider cette femme-là. Je crois qu'on aurait fait des bonnes actions. La personne ne retrouve plus jamais sa vie. C'est comme si on a tué la personne. Si le gouvernement congolais pouvait vraiment, la personne qui a été violée, un enfant qui a été violé, toute sa vie est détruite, de mauvais souvenirs, de cauchemars, tout ça. Concernant le multipartisme en Afrique, certes il est vrai, il est parfois existant. Est-il parfois étouffé en parole par la liberté d'expression, par la liberté d'action d'agir? Dans certains pays, oui, et dans certains pays, non, tels qu'en Afrique de l'Est et de l'Ouest. Ce que nous pouvons constater, dans les années 60, il y avait le multipartisme qui s'est étouffé quelques années après l'indépendance en Afrique centrale. Et dans certains pays où il y a eu la pérennisation du pouvoir par les partis dominants. C'est ce que nous pouvons constater avec le PCT. Depuis 69, avec la venue du multipartisme, le PCT est toujours resté au pouvoir. Le PCT de nos jours représente le grand parti. Serait-il capable aujourd'hui d'accepter une alternance politique sans que leur opposition soit belliqueuse? On ne le sait pas. Car l'alternance politique se manifeste actuellement à Brazzaville. Nous sommes riches, c'est vrai, mais où va l'argent du pétrole? Est-ce que ce que les Chinois construisent, nous le payons ou nous nous endettons? Ce que nous devons savoir et le peuple doit savoir dès maintenant, afin que la démocratie puisse contribuer à l'évolution de la nation congolaise. Je vous en remercie. Depuis la nuit des temps, je pense qu'il y a toujours eu des conférences et pour ma part, je pense que ces conférences n'ont pas donné les résultats qu'on attendait. Donc, je me demande quelle est l'utilité de ces conférences parce qu'on aimerait bien que ça puisse faire évoluer les choses. S'il faut faire les conférences pour faire les conférences, je ne vois pas vraiment l'utilité. Donc, voici ma modeste contribution. Dieudonné Kassongo, à très bientôt. Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1. Africa. Voilà un aperçu des messages que vous avez laissés sur le répondeur du journal des auditeurs. Maintenant, vous pouvez intervenir en direct sur l'antenne de la radio africaine, Africa numéro 1, en appelant le 01 55 07 58 00 si vous êtes en France, ou le 00 33 1 55 07 58 00 si vous nous appelez du Québec, de Francfort, de Washington, de Kigali ou encore de Makokou. Aujourd'hui, le journal des auditeurs s'intéresse donc aux appels de la société civile ou de partis politiques de certains pays du continent et de leur diaspora à la tenue de conférences nationales souveraines. En ligne avec nous pour en parler notamment de Libreville, Marc Onaï-Sangui, coordonnateur de la coalition Ça suffit comme ça, qui milite pour la tenue d'une conférence nationale souveraine au Gabon. Et à mes côtés en studio à Paris, Raphaël Goma, président du comité d'action de la diaspora pour des états généraux de la nation au Congo-Brazzaville. Messieurs, bonjour. Bonjour, Christiane. Alors aujourd'hui, la stabilité politique, ce n'est pas en tout cas ce qui caractérise le mieux les pays du continent africain, même si certains tirent tout de même leur épingle du jeu. On va notamment citer l'exemple du Sénégal, mais il n'y a pas bien sûr que ce pays-là. Mais malheureusement, derrière ça, il y a une réalité instable qui nous rattrape avec les récents coups d'État au Mali, en Centrafrique, à se demander si on a un peu perdu l'usage de la parole. Avons-nous oublié, je vais commencer par vous, Marc Onaï-Sangui, est-ce qu'on a oublié les vertus de ces discussions sous l'arbre à palabres? Merci de m'avoir invité à prendre part à cette émission. Je voudrais d'abord répondre en disant, vous avez cité l'exemple du Mali. Il fut un temps où le Mali fut cité comme un exemple à travers l'intervention de Amadou Toumani Touré, qui est intervenu pour mettre fin à la dictature de Moussa Traoré. Il est reparti, il est revenu. Mais malheureusement, son deuxième mandat s'est achevé avec le drame que nous sommes en train de vivre au Mali. C'est tout simplement pour illustrer le caractère dictatorial en Afrique, où la parole n'a plus sa place.
quand vous accédez au pouvoir, et si on considère que le pouvoir est l'œuvre des individus, c'est-à-dire vous montez au pouvoir pour gérer le pays, vous avez le mandat non seulement de partager, mais aussi d'assurer le bien-être des populations. Et si par rapport à ce pouvoir que vous confère le peuple, vous faites comme vous voulez, vous modifiez la Constitution, vous n'avez plus à vous référer à cette voix du peuple, il est évident que les drames que nous vivons en Afrique peuvent se perpétuer. Il est urgent, plus qu'urgent, que les dirigeants africains reviennent sur ce principe du corps de garde. Parce que quand on regarde, on fait le tour de l'Afrique du nord au sud, de l'est à l'ouest, on se rend compte qu'en Afrique, rien ne pouvait se régler dans un village sans qu'on se retrouve autour soit d'un plat, soit autour d'un feu. Et il y avait toujours les patriarches qui tranchaient les problèmes. En Afrique, il n'y avait jamais de problème avec des solutions. Malheureusement aujourd'hui, les dirigeants en Afrique, ils considèrent qu'ils sont tout puissants, ils n'ont plus de compte à rendre à la population. Alors on va tout de suite donner la parole aux auditeurs d'Africa numéro 1 qui sont nombreux à vouloir intervenir sur le sujet. On va commencer par vous, Simon, bonjour. Oui, bonjour, maman Christiane. Moi, je suis très content de cette idée-là que les partis civils africains ont lancée. Franchement, si ça peut se réaliser, c'est une bonne chose. Et il y a un point que je voudrais soulever concernant chez nous en Afrique, c'est que ce qui est curieux, c'est les enfants des anciens présidents, ils prennent automatiquement le pouvoir. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est que ils ont un parti. Au moins, quand même, il y a des anciens dans le parti qui peuvent représenter le parti. Mais pourquoi, forcément, c'est les enfants qui ne connaissent rien, qui ne savent pas comment gérer le pays et automatiquement, vraiment, ils portent les anciens du parti portent la responsabilité. Comment ils puissent laisser la place aux enfants alors que ces enfants-là, eux-mêmes, les anciens ont vu ces enfants-là nés sous les yeux et qui prennent la reine du pays. C'est ça, c'est très dangereux. Moi, je vois, mais ce que je demande aujourd'hui aux enfants qui remplacent leur père, ce serait vraiment une bonne trace qu'ils vont laisser pour l'Afrique. Quand ils sont présidents, qui tracent une bonne route pour le pays, pour l'avenir. Comme ça, ils laissent leur nom dans l'histoire du pays. Franchement, je lance vraiment un appel à eux qu'il faut ce que les pères n'ont pas réussi à faire, quand même, ils sont aux responsabilités. Ils ont choisi, mais qu'ils prennent vraiment leurs responsabilités et dire non, ça se passe pas bien. Ils laissent leur nom dans l'histoire comme les anciens. Qu'ils puissent au moins rectifier le tir. Merci Simon et bonne journée à l'écoute de la radio africaine. On va enchaîner avec Félix. Bonjour. Bonjour madame, je vous appelle parce que je voudrais intervenir et poser une question à monsieur Raphaël Goma. Je voudrais savoir, il y a eu des conférences nationales au Congo-Brazzaville en 91, est-ce que cela a été juste une tribune pour faire des insultes aux personnes qui gouvernaient à l'époque? Et je voudrais aussi lui demander, aujourd'hui il y a le président de la République qui est en place. Est-ce qu'il va accepter ces états généraux? Voilà, c'est les questions que j'allais poser, madame. Merci à vous, Félix, et bonne journée à l'écoute de la radio africaine. En tout cas, en ce qui concerne la deuxième question, si c'est le président de la République qui va accepter ou refuser ces fameux états généraux du côté du Congo-Brazzaville, je pense que la réponse revient à celui à qui on pose la question, en l'occurrence le président Denis Sassou Nguesso. En tout cas, pour la première question. Oui, merci donc de m'avoir invité à cette émission. Effectivement, pour répondre à la question que venait de poser donc l'auditeur, à savoir si les conférences nationales étaient juste des lieux d'investigation ou d'injure, non. Disons que en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, la conférence nationale avait pris un certain nombre de résolutions. Seulement, effectivement, dans tout processus, il y a ce qu'on appelle, disons, un régime transitoire pour arriver à un régime permanent. Or, le Congo-Brazzaville n'a pas connu ce régime transitoire. Il y a eu, disons, une interruption brutale suite à un coup d'État. Et donc, nous nous sommes retrouvés dans une situation de fait où la démocratie ne s'est pas mise en place. Et donc, les règles aujourd'hui de la démocratie sont violées. Donc, c'est pour cela que nous sommes dans cette situation. Et nous demandons aujourd'hui d'essayer
de rétablir, bien sûr, le processus démocratique dans notre pays. C'est pour cela que nous demandons les États généraux de la nation. Alors, la question de savoir, est-ce que le président Sassou Nguesso acceptera, de convoquer les États généraux de la nation? Je pense que tout est à son honneur. Tout est à son honneur, dans la mesure où, je pense que quand on est un homme d'État, on cherche à marquer l'histoire. Marquer l'histoire, c'est poser des actes fondamentaux qui permettent à une avancée, bien sûr, je dirais, des conditions de vie, mais aussi du processus démocratique. Nous pensons que Monsieur Denis Sassou Nguesso acceptera effectivement de convoquer les États généraux de la nation pour, disons, mettre fin à cette crise multidimensionnelle que le Congo connaît. Car cette crise, elle est grave. C'est une crise sociale, politique et économique. Et donc, nous en sommes persuadés, et en ce qui me concerne, je suis conscient qu'effectivement, Monsieur Denis Sassou Nguesso acceptera la convocation des États généraux de la nation. On va lui laisser tout de même la liberté de décider pour ce qui est de sa propre volonté. On va donner la parole à Charlemagne. Bonjour Charlemagne. Oui, alors bonjour. Oui, Charlemagne, bonjour, on vous écoute. Bonjour. Oui, je vous appelle parce que je voulais proposer quelque chose. Allez-y. Surtout par rapport au chef d'État africain. Moi, je pense qu'il est mieux qu'ils démissionnent tous. Parce que pour moi, ce sont des dictateurs. D'accord, ce sera la solution du chaos. C'est peut-être votre nom qui fait ça, Charlemagne. Ben oui, pour qu'ils puissent rentrer vraiment dans la démocratie. Ils voient à peu près comment ça se passe un peu partout dans le monde. Ils sont invités dans des G20, G50, G150, et on n'en finit même plus avec des G. Ma foi, G150, c'est pas mal. En tout cas, on a compris avec vous, c'est le chaos. On enlève tout le monde et on recommence. Merci Charlemagne et bonne journée à l'écoute de la radio africaine. On va donner la parole à Mathieu. Bonjour Mathieu. Allô, bonjour madame. En fait, déjà pour commencer, je voulais vous dire merci pour tout ce que vous faites. Parce que vous faites vraiment beaucoup. Même si ça tombe dans l'oreille des sourds, vous faites beaucoup. Et ça, je vous rends vraiment hommage. Je voulais compléter juste sur ce que mes prédécesseurs ont dit. Madame Révéno, c'est vraiment la honte. C'est honteux parce que ce genre de sujet, même avec Madame Eugénie, on a tous les jours parlé de ça. Ça change pas. Comme m'a dit mon frère là tout à l'heure, il sera mieux même que les Européens recolonisent encore l'Afrique. On reste sous la colonisation française ou je sais pas quoi, ça serait encore mieux. Je pense qu'on va vivre bien, on va tous profiter des ressources africaines et puis voilà, c'est mieux. Parce que là, on les critique, mais nous-mêmes, regardez comment on vit. Je vous donne deux exemples. Le Gabon qui est dans l'OPEP. Regardez dans quelles conditions le président gabonais a laissé le pays à son fils. C'est toujours la même chose. Regardez un pays immense comme le Zaïre, avec toutes les richesses qu'ils ont. Un jeune à la tête de ce pays, il n'a aucune expérience et il est là. On ne sait pas ce qu'il fait. Les gens meurent de faim. Les gens, on les tue. Et puis, regardez, c'est toute l'Afrique qui est comme ça. Vous savez, Mathieu, quand vous faites le rapport entre les jeunes et les vieux, je veux pas prendre la part de l'un ou de l'autre, mais vous savez, on a déjà vu des personnes d'un certain âge à la tête des États et pas faire grand-chose, et également du côté des jeunes. Donc je pense que ce n'est pas forcément. Parfois, il est vrai qu'on dit que la sagesse s'acquiert avec le temps, mais parfois ce n'est pas le cas. Il faut également le souligner. Alors, je reviens vers vous, Marcona et Sangui. Je rappelle aux auditeurs de la radio africaine que vous êtes le coordonnateur de la coalition Ça suffit comme ça, qui milite pour la tenue d'une conférence nationale souveraine au Gabon. Vous êtes donc parmi ceux qui appellent à la tenue de ce genre de rencontres. Qu'attendre aujourd'hui plus qu'hier de ces conférences? Marcona, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Ah, merci. Je prends la conférence nationale qui s'est tenue au Gabon en 1990. Elle a posé les bases d'un multipartisme parce que nous sortions du monopartisme du PDG. Il était question effectivement d'instaurer au Gabon le multipartisme. Malheureusement, je suis capable de dire aujourd'hui, à côté du multipartisme, il n'y a jamais eu de démocratie. Il y a eu quelques bulles de démocratie avec l'adoption d'une nouvelle constitution en 1991 et les élections législatives qui se sont déroulées en 1993, malheureusement, et les présidentielles en 1993, malheureusement, c'est la dictature militaire qui s'est imposée. Les résultats issus des urnes n'ont jamais été respectés au Gabon jusqu'à aujourd'hui. Bongo Père est parti, Bongo Fils est là, mais ce que nous dénonçons, c'est pour ça que nous sommes obligés d'appeler à la conférence nationale, et cette fois-ci sereine, pour qu'enfin les règles de démocratie, c'est-à-dire les règles de droit, puissent être opérationnelles dans ce pays, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors comment s'organise justement la tenue à venir, en tout cas, de cette conférence nationale souveraine?
Ce qui est là, c'est que déjà Ali Bongo, qui est au pouvoir depuis 2009, est monté au créneau pour rejeter l'idée de la conférence nationale souveraine. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Je pense que les dirigeants africains aujourd'hui gagneraient plutôt à écouter la voix des peuples. Quand on regarde Ali Bongo qui accède au pouvoir après son père, sa jeunesse lui aurait permis effectivement de rompre avec le passé de son père. Malheureusement, il s'est engagé dans une sorte d'autisme. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est de pousser tous les hommes politiques de la majorité de l'opposition à accepter l'idée de se retrouver ensemble pour enfin arrêter les règles de fonctionnement du pays. Il n'est pas question d'un coup d'État, parce qu'Ali Bongo lui-même il a parlé de coup d'État constitutionnel. Il n'est pas question d'un coup d'État. Il est tout simplement question de faire en sorte que les institutions soient républicaines, c'est-à-dire la séparation du pouvoir. Il est question que la justice soit une justice républicaine. Il est question que le citoyen recouvre sa souveraineté, c'est-à-dire sa citoyenneté. Les citoyens africains ne sont citoyens de rien du tout. Ceux qui sont à la tête du pays prennent des décisions, les exécutent, sans se référer à la population. Les assemblées nationales, ce ne sont même pas des assemblées nationales, ce sont des institutions qui ne représentent que les partis au pouvoir. Voilà ce que nous voulons mettre fin dans nos pays. Voilà, c'est renouer véritablement un dialogue concret, histoire de jeter les bases d'une réelle démocratie concertée. On va donner la parole à Sissoko qui est en ligne. Bonjour Sissoko. Oui, bonjour madame. Alors moi je voudrais tout simplement dire, et vous entendez souvent des éditeurs intervenir pour dire qu'il y a la corruption, ATT, etc. C'est complètement faux. C'est-à-dire que le régime d'ATT, ATT ne voulait pas de politique. Et comme les autres partis politiques ne veulent pas que les gens d'ATT reviennent au pouvoir, et ils ont inventé ce système pour dire que le régime est corrompu, c'est complètement faux. Bon, ce n'est pas l'objet de la... Mais vous l'avez abordé quand même. La démocratie. La démocratie ne marche que dans les pays où il n'y a pas d'esprit tribal. Ça, il faut le savoir, ça. La capacité d'accession d'un pays africain à la démocratie, et il y aura bientôt, je sortirai bientôt un livre là-dessus. On vous attend. À la tendance, à la création d'une nation. C'est très très important. Tant qu'on n'a pas compris cette équation entre tribalisme et absence de démocratie, on n'avancera pas. En tout cas, merci Sissoko. Je vous propose, lorsque vous aurez fini d'écrire cet ouvrage, de passer par la radio africaine et de venir nous le déposer. Comme ça, au moins, on pourra vous inviter à en parler un peu plus longuement. En tout cas, merci et bonne journée à l'écoute de la radio africaine. On va donner la parole à Marc maintenant. Bonjour. Bonjour. Ici, je voulais intervenir à l'émission. Alors Marc, je suis désolée, mais ce n'est pas très audible. Essayez de nous rappeler pour établir une liaison plus agréable, en tout cas pour nos oreilles. On va donner la parole à Stéphane. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Excusez-moi, en fait, j'aimerais bien intervenir. Enfin, voilà, j'ai la parole. Vous êtes là pour ça, voilà. Je suis ravi d'intervenir par rapport à l'émission, par rapport à ce qui se passe. En parlant d'Afrique, moi, lorsque j'entends parler des choses sur Africa Number One, en ce qui concerne la démocratie, j'ai mal au cœur, j'ai même envie de pleurer. En fait, nous, on réside en France, mais lorsqu'on voit ce qui se passe dans nos pays, en réalité, dans la profondeur, et lorsqu'on voit des grands messieurs en costume, cravate, ils sont reçus par le MEDEF, reçus par le président de la République, mais c'est pitié, on ne doit même pas parler de démocratie normalement. On ne doit pas parler de démocratie, on a beaucoup à prendre et ça commence déjà, on parle de vieillesse, de jeunesse, je crois que c'est pas là le problème. Le problème c'est la mentalité parce que on a eu déjà des exemples. Lorsqu'on voit des anciens comme des Mobutu Sese Seko, des Bokassa, moi je suis originaire du Congo-Brazzaville, lorsque je vois ce qui se passe en réalité dans des profondeurs, dans des ghettos dans nos pays, là, des pays pétroliers comme les nôtres, en parlant du Congo-Brazzaville, c'est pitié. C'est vraiment pitié. Vraiment, merci Africa Number One. C'est vrai qu'il y a il y a sourde oreille, les gens ne veulent pas comprendre ou on fait semblant de ne pas comprendre, mais c'est pitié. Et moi, je vous encourage et espérons qu'un jour ça va s'arranger, mais que ça soit la jeunesse, la vieillesse, je crois que c'est un circuit pourri et c'est tellement pourri qu'on va faire des efforts à sortir de ce trou-là. On va faire des efforts. Merci à vous, Stéphane, et bonne journée. On va être optimiste. Bonne journée à l'écoute de la radio africaine. Je reviens vers vous, justement, qui est à mes côtés, Raphaël Goma. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes le président du comité d'action de la diaspora pour des états généraux de la nation au Congo-Brazzaville. Concrètement et assez rapidement, comment tout cela, vous pensez l'organiser? Alors, comment compte organiser tout cela? Et disons que nous voulons faire du Congo une maison de verre.
c'est-à-dire la transparence. La transparence, donc, de redéfinir les règles qui pourront garantir plus de justice, d'éthique, de liberté dans la conduite des affaires publiques. Et pour cela, nous souhaitons que toutes les forces vives de la nation, la société civile, les partis politiques, les confessions religieuses s'asseyent, qu'ensemble, nous faisons en sorte, l'audit de ce qui s'est passé depuis et remettre le Congo sur les rails. Et c'est comme ça que nous l'entendons. Il n'est pas question de faire ce qui se fait aujourd'hui, notamment ce qui s'est passé à Doulizi récemment, où seulement une petite minorité de partis politiques du Congo se sont retrouvés pour discuter de quoi? Tout simplement des élections. Non, il n'est pas question seulement d'élections. Il est question de poser les bases d'une réelle démocratie au Congo-Brazzaville. Alors justement, quand on vous écoute, ça rejoint un peu ce que disait, voire même beaucoup, ce que disait à l'instant Marcona et Sangui. Alors finalement, est-ce que la solution, puisqu'on sait que l'union fait la force, est-ce que finalement la solution, est-ce que c'est pas que tous ceux qui ont ces envies de conférence, à l'image de ce qui s'était passé au début des années 90, que tous ces pays africains et ces sociétés civiles ou ces partis politiques qui veulent aller vers des conférences de ce type se réunissent pour essayer de mettre en place justement un système où tout le monde puisse se retrouver? Oui, un canevas, si vous voulez. Oui, effectivement, bien sûr. Je pense que nous avons déjà des contacts. Hier continuez en encore, avoir. Je rencontrais, disons, des amis du Cameroun. Eh bien donc, voilà, effectivement, là vous aviez nous le Gabon. travaillons là-dessus. Je suis désolée parce que l'émission touche à sa fin. On va laisser Colette peut-être dire un dernier mot. Colette, si vous avez quelques secondes. Colette? Oui, bonjour. Bonjour Colette. Bonjour tout le monde. Oui, c'est vrai que je vais juste parler pendant une seconde. Voilà. C'est pour parler de la conférence nationale. La conférence nationale en Afrique, on en a besoin, mais il faut avoir des leaders. Parce que dans les pays africains, ceux qui se disent opposants souvent, en fait, ils cherchent une place auprès du pouvoir en place. Donc la conférence nationale, c'est une très bonne chose. Les Africains ont besoin de s'exprimer, mais il faudrait qu'il y ait des leaders. Merci Colette, je suis désolée. Merci et bonne journée. Merci à Marcona, merci à notre invité. Bonne journée à l'écoute de la radio africaine. Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.